La Russie et la Chine menacent les intérêts stratégiques américains sur le continent africain. L'Amérique est notre ami depuis 1960. Va armer Kagame et Museveni pour nous faire la guerre. Ceux qui font la guerre à l'Est ne sont pas des Rwandais, des Ougandais. Ce sont les multinationales occidentales et surtout anglo-saxonnes. Je pense que vous avez suivi dernièrement l'Iran et l'Arabie Saoudite qui étaient toujours en conflit, se sont réconciliés. Donc c'est grâce à la nouvelle vision de la Chine sur le monde. Donc il faut déjà commencer à se préparer, à connaître une longue période de stabilité due à la nouvelle guerre froide, surtout entre la Russie et l'Amérique. Parce que le Congo a des matières premières qui vont faire en sorte que la transition énergétique soit un succès. On voudrait faire que tous les pays du monde aient accès. Donc nous sommes au cœur des enjeux. Nous sommes au cœur d'une nouvelle guerre froide, une deuxième, entre l'Amérique avec les Européens et la Chine et la Russie. La Russie et la Chine menacent les intérêts stratégiques américains sur le continent africain. Je pense que le prof recteur Kambaye Wacha a relevé la dimension historique de notre indépendance. Ça fait plus, je dirais, un peu de 10 ans. On n'a jamais organisé des manifestations liées à notre indépendance, le 30 juin. Même pas un défilé. C'est inquiétant. Et ce n'est pas normal. Les enfants qui grandissent aujourd'hui ne savent pas ce qui s'est passé en 1960 parce qu'ils n'apprennent pas ça à l'école. Et puis, on ne fête plus l'indépendance. Ça fait 2 ans que Bunagana est occupé par le Rwanda, l'Ouganda, avec les nationales occidentales. Curieusement, à Kinshasa, nos hommes politiques se battent pour se partager les postes. Et beaucoup aussi pensent toujours à construire des buildings. Faites le tour de la ville de Kinshasa, vous allez voir, on construit à tout moment. D'où vient l'argent? Personne ne réclame aujourd'hui pour que nos amis rwandais, tout comme ougandais qui occupent notre territoire, puissent être chassés. Par contre, on remplit les stades du 20 mai plein de chrétiens qui chantent et qui prient pour Dieu, mais qui oublient que nous sommes sous occupation. Et c'est dangereux. Voilà pourquoi on a pris cette initiative pour qu'on puisse faire quand même un débat sur notre propre histoire. Parce que bientôt, nous aurons peut-être 100 ans. Il faut que les enfants qui viendront après nous sachent ce qui s'est passé réellement. Moi, je suis parti de l'interview que le président Tshisekedi avait accordée à la télévision française LCI à Paris, lors de sa visite officielle en France. Le président Tshisekedi a essayé un peu de fixer l'opinion internationale sur les relations de la RDC avec la Chine, la Russie et l'Occident. Sur base de cette conférence, dans cette interview, je me suis posé une question. La Russie, les États-Unis d'Amérique et la Chine, quelle doit être la position du Congo face à ces 3 grandes puissances? Et surtout, 34 ans après, nous sommes en pleine guerre froide entre l'Occident, la Russie et la Chine. Et cette guerre froide a des répercussions sur notre propre territoire. Voilà, 64 ans après. Il est urgent
que les élites congolaises prennent position par rapport à la compétition entre grandes puissances, vu l'importance de notre pays dans la géopolitique mondiale. Par rapport aux autres pays africains, le Congo-Kinshasa a une histoire particulière. Je pense que le prof Kambaye Bouacha l'a relevé. Produit de la mondialisation capitaliste prédateur en 1885 à Berlin, la RDC est toujours secouée par les mutations géopolitiques mondiales. Nous sommes en train d'assister à la mise en place d'un nouvel ordre mondial et d'une deuxième guerre froide entre la Russie avec la Chine d'une part et les États-Unis d'Amérique avec leurs alliés européens, japonais et sud-coréens d'autre part. Face à cette nouvelle donne, trois réflexions s'imposent. La première consiste à lire les signes du temps, c'est-à-dire analyser la dynamique actuelle d'imitation géopolitique mondiale selon la vision des Américains, des Chinois et des Russes. La deuxième réflexion est motivée par les leçons de l'histoire à tirer. Cela signifie qu'il est nécessaire de jeter un regard historique sur la première guerre froide qui a opposé l'Occident à l'Union soviétique, juste après l'indépendance de notre pays. Enfin, la troisième réflexion s'inscrit dans la prise de conscience des élites congolaises face aux véritables enjeux politiques actuels. Il faut saisir l'opportunité qu'offre ce monde multipolaire du XXe siècle en construction pour faire un choix de multi-alignement au lieu de se laisser entraîner dans les jeux des grandes puissances en compétition. Première réflexion, lire les signes des temps. C'est comprendre la compétition entre trois grandes puissances et leur vision du monde. Le Congo et l'Afrique font face à trois visions géopolitiques du XXe siècle, des États-Unis d'Amérique, de la Chine et de la Russie. Selon la vision américaine, dans cette nouvelle compétition entre grandes puissances, la Chine et la Russie sont considérées comme des puissances autoritaires, révisionnistes et concurrentes stratégiques des États-Unis d'Amérique. La Russie est une menace immédiate pour le système international libre et ouvert, devant être endiguée, tandis que la Chine est l'unique concurrent des États-Unis d'Amérique ayant à la fois l'intention et la puissance de remodeler le monde. Cette vision américaine de la Chine et de la Russie a des implications sur les continents africains. Pour les Américains, la Chine considère l'Afrique comme une arène importante pour remettre en question l'ordre international fondé sur des règles, promouvoir ses propres intérêts commerciaux et géopolitiques. Et trois, saper la transparence et l'ouverture et affaiblir les relations des États-Unis d'Amérique avec les peuples africains et leurs gouvernements. Quant à la présence de la Russie sur le continent africain, les Américains trouvent que Moscou est sur un terrain profitable pour les entreprises d'État et les compagnies militaires privées russes qui fomentent souvent l'instabilité pour les avantages stratégiques et financiers. En d'autres termes, la Russie et la Chine
menace les intérêts stratégiques américains sur le continent africain. Face à ces situations, les États-Unis prennent conscience qu'ils se trouvent désormais au début de la troisième ère, à l'ère de guerre suivante, conseiller à la sécurité nationale et conseiller spécial de Biden. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une ère dans laquelle Washington doit s'adapter à une nouvelle période de concurrence dans une époque d'interdépendance et de défis transnationaux. Dans cet environnement, l'Amérique doit tenir compte de ces nouvelles réalités pour travailler avec des pays dotés de systèmes politiques divers. Nous travaillerons avec tout pays prêt à défendre les principes de la Charte des Nations Unies tout en renforçant une gouvernance transparente et responsable et en soutenant les réformateurs démocratiques et les défenseurs des droits de l'homme. Voilà la vision américaine du monde en 2023, exprimée par les conseillers à la sécurité nationale américaine face à la montée en puissance de la Chine et de la Russie. Si les États-Unis d'Amérique voient le monde sous un prisme de la compétition entre les grandes puissances, la Chine, elle, se concentre sur la construction d'une communauté de destin pour l'humanité et s'oppose à l'hégémonisme et à la politique du plus fort. Pour construire cette communauté de destin pour l'humanité, la Chine de Xi Jinping propose 4 initiatives. 1. Initiative, une ceinture et une route pour remplacer la mondialisation à l'américaine à bout de souffle. La Chine propose une mondialisation inclusive, c'est-à-dire une coordination en matière de politique, une interconnexion des infrastructures, une facilitation du commerce, une intégration financière et une compréhension mutuelle des peuples. 2. Initiative mondiale pour le développement. Elle comprend l'adhésion à la priorité du développement, du centrale sur les personnes, l'inclusion, l'harmonie entre les êtres humains et la nature et l'orientation vers l'action. 3e initiative. Il s'agit de l'initiative d'une sécurité globale. Elle met l'accent sur l'adhésion au concept de sécurité commune, intégrée, coopérative et durable, sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les pays, sur l'adhésion aux objectifs et aux principes de la Charte des Nations Unies, sur l'importance des préoccupations légitimes de tous les pays en matière de sécurité, sur la résolution des différends et des litiges entre pays par des moyens pacifiques, par le dialogue, la construction et sur le maintien intégré de la sécurité dans les domaines traditionnels. Je pense que vous avez suivi dernièrement l'Iran et l'Arabie Saoudite qui étaient toujours en conflit, se sont réconciliés. Donc c'est grâce à la nouvelle vision de la Chine sur le monde. 4e initiative. Initiative pour une civilisation mondiale qui préconise un plaidoyer commun pour le respect de la diversité des civilisations mondiales, la promotion des valeurs communes pour l'ensemble de l'humanité,
l'importance de l'héritage et l'innovation des civilisations et le renforcement des échanges et de la coopération humaniste internationaux. En réalité, la Chine s'oppose au choc des civilisations prôné en Occident par les penseurs américains Samuel Huntington. En bref, à la place de la compétition entre grandes puissances prônée par les Américains, la Chine propose la construction de la communauté du destin pour l'humanité. Si la Chine propose cette construction pour l'humanité, les États-Unis d'Amérique envisagent la compétition entre grandes puissances. La Russie de Poutine tient à désoccidentaliser le monde dans le cadre de la construction d'une majorité mondiale au lieu de sud global. En fait, la Russie, elle, s'oppose clairement au monde occidental et elle est prête à en découdre. La vision russe du monde se résume à l'idée de la régionalisation de la politique mondiale. Il s'agit d'une planète divisée en grandes aires civilisationnelles, conduite par une grande puissance régionale et des satellites autour d'elle. Elle voit un ordre mondial juste et démocratique basé sur les buts et principes de la Charte des Nations Unies et l'ensemble des instruments juridiques internationaux de nature universelle. Par rapport à la Chine, la Russie se considère comme l'avant-garde de la lutte contre l'hégémonie occidentale dans le monde. Cette attitude s'explique par le fait que Moscou a perdu l'espoir d'une amélioration des relations avec l'Occident dans un avenir prévisible et de nouveaux liens appropriés ne pourront être établis qu'à la suite de la victoire de la Russie sur la guerre hybride, y compris le conflit armé en Ukraine. Donc, pour Poutine, avec des élites russes, ils ne croient pas beaucoup plus dans l'Occident. Donc, pour eux, l'Occident devient l'ennemi, mais momentanément. Il est clair que l'affrontement entre les États-Unis d'Amérique avec ses alliés d'une part et la Russie d'autre part sera rude. Donc il faut déjà commencer à se préparer, à connaître une longue période de stabilité due à la nouvelle guerre froide, surtout entre la Russie et l'Amérique. La Chine n'aime pas affronter l'Amérique en face, mais la guerre froide entre la Chine et l'Amérique va beaucoup se résumer au niveau de la géoéconomie. Donc ce sera beaucoup plus sur le plan économique. Face à cette deuxième guerre froide, il est impérieux de tirer les leçons de la première que nous avons connue, nous Congolais, entre 1960 et 1997. Si il est excellent, comme dit Hegel, de tirer les leçons de l'histoire, l'histoire ne se répète cependant jamais parfaitement. Elle est cruelle à ceux qui ne peuvent faire le tri entre ceux qui, dans le présent, et les mêmes qui furent autrefois, et ceux qui s'en distinguent de manière essentielle. Telle est la leçon de l'histoire. En effet, la première guerre froide entre l'Occident et l'Union soviétique s'est manifestée en RDC à la veille de l'indépendance de notre pays. Pour contrer l'Union soviétique, ses satellites européens et la Chine communiste,
les États-Unis d'Amérique se sont appuyés sur des piliers. Les services de renseignement, donc la CIA et les Nations Unies. C'est la CIA qui avait la mission de contrecarrer les ambitions de Moscou à une hégémonie au Congo sans en arriver à un conflit armé. En d'autres termes, cela devrait être fait avec des armes propres à la guerre froide, comme des actions politiques, de la propagande, de la subversion et des opérations militaires. Ça, c'est Larry Delville, le patron des services de renseignement qui était à Kinshasa. Il a écrit dans ses mémoires pour le contrôle des mineurs stratégiques, tels que le cobalt, dont l'Union soviétique et le Congo en étaient les principaux producteurs. Et si l'Union soviétique parvenait à contrôler le Congo et avoir le monopole de la production de ces minéraux, les États-Unis d'Amérique seraient en difficulté d'approvisionnement des minéraux stratégiques et critiques utilisés dans la fabrication des armes sophistiquées et des fusées et des satellites. Pour mettre fin aux ambitions de la Chine et de l'Union soviétique sur le contrôle du Congo, les Américains ont organisé un coup d'État militaire ayant permis au général Joseph Désiré Mobutu de prendre le pouvoir le 24 avril 1965 après avoir participé à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba en 1961. Devenu le gendarme en Afrique contre l'expansion du communisme, le président Mobutu était présenté comme défenseur du monde libre. Avec cette casquette, les Zaïre Congo a soutenu le mouvement rebelle Unita de Jonas Savimbi contre MPLA d'Agostinho Neto, parrainé par l'Union soviétique et le Cuba de Fidel Castro. Vous vous rappelez du temps du maréchal, quand il y avait la guerre en Angola, la plupart des politiciens congolais, des militaires en particulier, faisaient des affaires à Luanda, donc à Wambo, avec Savimbi. Et je me rappelle nos amis musiciens de Wenge Musique chantaient Banalunda. Donc les gens venaient avec beaucoup d'argent, donc ils vendaient les diamants. Et il y a quand même certains hommes politiques, certains hommes d'affaires bien connus qui étaient chantés parce qu'en Angola, ils faisaient de bonnes affaires. La fin de la guerre froide en 1991 va enlever au président Mobutu son rôle de gendarme des intérêts occidentaux en Afrique centrale. Par conséquent, ses soutiens aux USA vont s'effriter avec les processus de la démocratisation et la libération initiés par la France en 1989. Curieusement, Mobutu s'attendait à une récompense. Au lieu d'être récompensé pour ses loyaux services rendus contre le communisme, les puissances occidentales, avec les États-Unis d'Amérique en tête, arment le Rwanda et l'Ouganda pour chasser Mobutu du pouvoir et monter un plan de la balkanisation du Congo. En plus, Paul Kagame et Museveni deviennent des alliés des États-Unis d'Amérique dans la région des Grands Lacs. Voilà le prix que les aînés de Mobutu a payé pour avoir choisi, durant la première guerre froide, les camps occidentaux contre les camps soviétiques. Dans cette deuxième guerre froide, la Chine a remplacé l'Union soviétique comme rivale aux États-Unis d'Amérique du fait qu'elle contrôle la grande partie des sociétés minières au Congo. Or,
L'Amérique a besoin des minéraux stratégiques pour participer à la transition énergétique et sécuriser les chaînes d'approvisionnement de ces minéraux pour les industries, surtout militaires. Voilà les problèmes maintenant auxquels nous assistons. Il y a eu un envoyé spécial de Biden qui est passé à Kinshasa, il a rencontré le président Tshisekedi. Il lui a dit que le Congo est le pays le plus important parce que le Congo a des matières premières qui vont faire en sorte que la transition énergétique soit un succès. On voudrait que tous les pays du monde aient accès. Donc nous sommes au cœur des enjeux. Nous sommes au cœur d'une nouvelle guerre froide, une deuxième, entre l'Amérique avec les Européens et la Chine et la Russie. La Russie ne vient pas en Afrique, au Congo, pour les minéraux. La Russie est très riche. Mais la Chine, elle, vient chez nous pour nos minéraux. Mais là où la chose se complique, c'est quand la Chine détient, on peut dire, 80% des terres rares. Et nous, Congolais, nous détenons à peu près 64% du cobalt. Tous ces minéraux sont raffinés en Chine. Et l'Amérique aujourd'hui est inquiète. L'Amérique fait pression sur nos dirigeants pour qu'on essaie d'abandonner la Chine et la Russie et qu'elles puissent s'installer. Mais ce qui est un peu dramatique, l'Amérique est notre ami depuis 1960. Va armer Kagame et Museveni pour nous faire la guerre. Ceux qui font la guerre à l'Est ne sont pas des Rwandais, des Ougandais. Ce sont les multinationales occidentales et surtout anglo-saxonnes qui étaient à Berlin en 1885. Ces gens ils disent que les matières premières là, elles appartiennent, non n'existent pas. Maintenant, face à cette situation, on fait comment? Je pense qu'il faudrait aujourd'hui qu'on fasse un débat de fond, sans parti pris, pour faire un choix aujourd'hui très clair. Mobutu a fait le choix de l'Amérique, on connaît les résultats, on l'a chassé du pouvoir, n'a pas de récompensé. Qu'on tire les leçons de ce que Mobutu a connu pour que l'histoire ne se répète pas. Ce qui est important, c'est cette conception des leçons de l'histoire. Sinon, les profs ne pouvaient pas faire toute une grande thèse, passer tout son temps à lire l'histoire, à enseigner aux enfants. C'est pour qu'on tire au moins les leçons. On a été vendus durant la traite négrière. On a été dominés, colonisés. 60 ans après, on est toujours dominés. Est-ce que Dieu nous a créés pour être dominés éternellement? Voilà. À cette question qui s'était posée au début, entre la Chine, l'Amérique et la Chine et la Russie, qu'est-ce qu'on peut prendre comme position en tirant les leçons du passé, les leçons de l'histoire? Moi, je ne voudrais pas donner mon point de vue. En attendant qu'on fasse le débat, je vous donne ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi a donné comme réponse à un journaliste français d'RCI. Qu'est-ce que Félix dit? On lui pose la question entre la Chine, l'Amérique, l'Occident et la Russie. Vous ferez quel choix? D'une manière un peu générale. Il dit ceci. Je vais le citer. Nous avons droit d'avoir des amis que nous voulons. Nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Je pense aujourd'hui, il est temps pour les élites congolaises, nous qui avons eu la chance de passer par l'école des Blancs, de lire les signes des temps, de tirer les leçons de l'histoire et être du bon côté de l'histoire. Sans ça, je peux vous rassurer, le Congo sera sur les traces de Haïti. Regardez ce qui se passe en Haïti. Il faut que les Congolais s'intéressent beaucoup plus à ce qui se passe en Haïti. Nous sommes sur ces traces.
Et l'Occident a décidé. Quand on dit l'Occident, les capitalistes occidentaux prédateurs ont décidé de nous faire esclaves sur notre propre territoire. Je vous remercie. Merci.